Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le mouvement rectiligne uniforme. Si je considère un mouvement rectiligne, cela signifie donc que je ne donne pas la possibilité au mobile étudié de dévier de sa trajectoire. Et donc, j'ai besoin d'un référentiel à une seule dimension. Donc, on n'a plus besoin du référentiel XY, le référentiel X suffit. Ce référentiel possède son origine ici, ce qui veut dire que j'étudie le mouvement à partir de ce point particulier. Si je considère une voiture qui se déplace vers la droite à vitesse constante, alors je peux décider de commencer à étudier le mouvement à cet instant-ci, celui auquel elle passe par la position x est égal à 5. Cet instant est appelé l'instant initial, et donc j'enclenche le chrono pour étudier le mouvement à cet instant-là. Je peux repérer la position de la voiture à cet instant-là par un vecteur position. Rappelez-vous, quand on a travaillé à 2 dimensions, le vecteur position était noté le vecteur R, qui possédait 2 composantes x et y. Dans ce cas-ci, comme on a une seule composante puisqu'on travaille à une dimension, le vecteur position s'appelle tout simplement le vecteur x. Et donc la position à l'instant 0, je mettrai x, indice 0. La composante scalaire de ce vecteur vaut 5 mètres. Une seconde plus tard, la voiture est arrivée devant la position x est égal à 15 mètres et la composante scalaire du vecteur position x1 vaut donc 15 mètres. Une seconde plus tard encore, la composante scalaire du vecteur position x2 vaut 25 mètres. Si je me place sur cet instant-ci et que je regarde la façon dont la position a varié de part et d'autre de cet instant, alors je peux définir un vecteur déplacement, delta x1, et ce vecteur delta x1, c'est la variation de position autour de l'instant t1, c'est-à-dire il est défini par la position qui suit, c'est-à-dire x2, moins la position qui précède cet instant-là, c'est-à-dire x0. Ce vecteur déplacement, je peux sans problème l'écrire sous une forme scalaire seulement parce que les 3 vecteurs qui sont reliés entre eux par cette relation-ci possèdent tous les 3 la même direction. Et comme ils possèdent tous les 3 la même direction, ça veut dire que la grandeur de delta x1 est effectivement obtenue par la grandeur de x2 moins la grandeur de x0. Et donc je peux écrire la relation sous sa forme scalaire. Alors, que vaut la composante scalaire de delta x1? Elle vaut 25 moins 5, c'est-à-dire 20 mètres. À partir du vecteur déplacement, je peux définir un vecteur vitesse, qui est une vitesse moyenne ici, puisque le temps considéré ne tend pas vers 0. Et cette vitesse, elle est définie par le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps durant lequel a lieu ce déplacement. Comme l'intervalle de temps est un intervalle positif, il s'agit d'un scalaire positif, ces 2 vecteurs-là ont nécessairement la même direction, puisqu'ils sont reliés par un scalaire, et le même sens, puisque ce scalaire est positif. Et du coup, comme ces 2 vecteurs ont même direction et même sens, par transposition avec ce que je viens de faire ici précédemment, je pourrais dire que la norme de V1, c'est la norme de delta x1 divisée par l'intervalle de temps durant lequel a eu lieu ce déplacement. La norme du déplacement, sa composante scalaire plus exactement, est de 20 mètres. Pendant un intervalle de temps, c'est l'intervalle de temps durant lequel a lieu ce déplacement, c'est-à-dire entre x0 et x2, c'est-à-dire entre l'instant initial et l'instant final. Donc delta t, c'est 2 moins 0, ça fait 2 secondes. On obtient une vitesse dont la composante scalaire est de 10 mètres par seconde. Si on étudie maintenant un autre type de mouvement, toujours le long d'un référentiel horizontal, mais cette fois, la voiture se déplace vers la gauche. La voiture se déplace vers la gauche à une certaine vitesse, mais j'observe toujours dans ce référentiel tout le mouvement à partir de cette position-ci. Quand je décide de commencer à étudier le mouvement, j'enclenche le chrono. L'instant initial est celui auquel la voiture se trouve devant, enfin passe plus exactement devant la position x est égal à 25 mètres. Je peux donc repérer ce point par le vecteur position x0 qui possède son origine au niveau de l'origine du référentiel dans lequel je travaille. De façon similaire à tout à l'heure, on peut définir le vecteur position x1 à l'instant t1 et position x2 à l'instant t2. Et on peut considérer comme tout à l'heure qu'il s'est écoulé une seconde ici et une seconde de plus ici. Donc on a l'instant t est égal à 2 secondes. Exactement comme tout à l'heure, je peux définir le vecteur delta x1 qui est la variation de position autour de x1 comme étant x2 moins x0. Les vecteurs ayant en même direction, je peux écrire cette relation sous sa forme scalaire.
La composante scalaire de x2 est de, dans ce cas-ci, 5. La composante scalaire de x1 est dans ce cas-ci égale... Oh pardon, c'est pas x2 moins x1, c'est x2 moins x0. 0 ici. La composante scalaire de x0 est de 25. Et j'obtiens dans ce cas-ci 5 moins 25, c'est-à-dire moins 20 mètres. Alors j'ai une composante scalaire du déplacement qui est négative. Alors ça peut paraître surprenant dans un premier temps, mais si on se rappelle de la définition de delta x1, qui est le vecteur x2 moins le vecteur x0, ça veut dire que je peux réécrire ceci, rappelez-vous, comme ceci. Si au vecteur x0 j'ajoute le vecteur delta x1, je dois trouver alors le vecteur x2. Ce qui veut dire que le vecteur delta x1, c'est celui-ci. En ajoutant au vecteur x0 le vecteur delta x1, on obtient effectivement le vecteur x2. Et donc en fait, le vecteur déplacement est un vecteur qui est orienté vers la gauche alors que le référentiel est orienté vers la droite. Et pour cette raison, il aura une composante scalaire négative. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait définir la vitesse comme étant le vecteur déplacement sur l'intervalle de temps durant lequel a eu lieu ce déplacement. Delta t, lui, est toujours bien positif, parce que ce vecteur déplacement a lieu entre les instants 2 et 0, c'est-à-dire entre 2 secondes et 0 secondes. Donc c'est toujours 2 secondes, c'est toujours un scalaire positif, ce qui veut dire que ces deux vecteurs-ci ont toujours exactement la même direction et exactement le même sens, ce qui signifie donc que V1 est orienté vers la gauche également. Et donc de façon tout à fait logique, puisque ces deux vecteurs en même direction, je peux réécrire cette relation sous son écriture scalaire et considérer uniquement les composantes scalaires des vecteurs. J'obtiendrai la composante scalaire de delta x1 qui est égale à moins 20. Ce déplacement a lieu en 2 secondes et j'obtiens une vitesse dont la composante scalaire est de moins 10 mètres par seconde. Quand une vitesse dont la composante scalaire est négative existe, ça signifie simplement qu'on se déplace dans le sens opposé au référentiel. Ce qui veut donc dire que si j'avais choisi mon référentiel vers la gauche, le mouvement de cette voiture aurait été caractérisé par une vitesse dont la composante scalaire est positive, et le mouvement vers la droite aurait été caractérisé par une vitesse dont la composante scalaire est négative. Alors, évidemment, ce qu'on vient de faire, c'est pas mal, mais c'est assez fastidieux de devoir dessiner une figure sur laquelle on repère les déplacements, on indique les temps chrono, c'est vraiment fastidieux. Alors, il y a un outil graphique qui est bien plus facile à utiliser, on est bien plus performant dans ce cas-là. On trace simplement la composante x en fonction du temps, et donc dans un référentiel qui est bien déterminé, évidemment. Ici, j'étudie le premier mouvement, je vous le rappelle, c'est un référentiel x en mètres orienté vers la droite, et la voiture se déplaçait avec une vitesse dont la valeur est de 10 mètres par seconde. C'est une vitesse vers la droite, la composante scalaire est donc positive. Alors, il est possible de travailler sur ce graphique-ci exactement comme on travaille en maths. Alors attention, je fais une parenthèse avec votre cours de maths. En mathématiques, vous avez ceci. Et quand vous êtes dans le monde mathématique et que vous avez ceci, vous n'avez aucun mal à me dire l'équation de ce graphique est donnée par y égale mx plus p. P, c'est le coefficient de position, c'est-à-dire finalement la valeur que prend y si je remplace x par 0. Si je remplace x par 0, la valeur que prend y ici, c'est 5. Donc on trouverait pour valeur de p la valeur 5. M, c'est le coefficient angulaire, c'est aussi la pente, et on l'obtient en faisant, et ça vous le savez bien, delta y sur delta x. Donc la variation de l'ordonnée sur la variation de l'abscisse. Alors un delta y, si je prends par exemple ici, voilà, la valeur de y finale c'est 20, la valeur de y initiale c'était 5, donc le delta y qui est le y final moins le y initial vaut simplement 20 moins 5, c'est-à-dire 15. On est en maths, donc on ne donne pas nécessairement d'unité. Et si je regarde ici, delta x, j'ai comme valeur finale de x 1.5 et comme valeur initiale de x 0. Et donc le delta x, c'est 1,5 moins 0, c'est-à-dire 1,5. Et donc la pente est obtenue en faisant 15 divisé par 1,5, c'est-à-dire une pente qui vaut 10. Et donc, vous direz à votre prof de maths, cette droite possède comme équation y est égale à 10x plus 5.
Ok, ça c'est dans le monde mathématique. On passe maintenant dans le monde physique. Dans le monde physique, on a exactement la même chose, si ce n'est que, alors je vais prendre les couleurs, l'ordonnée qu'on appelait Y s'appelle maintenant X et l'ordonnée c'est la position. Et non seulement elle a changé de nom, mais en plus elle possède une unité parce qu'on est en physique. L'abscisse qui s'appelait X s'appelle maintenant T, il s'agit du temps, qui possède également une unité qui est la seconde. Alors on va faire exactement la même chose. Puisqu'Y c'est l'ordonnée, en physique ça devient la position. M c'est la pente du graphique, c'est-à-dire la variation de l'ordonnée sur la variation de l'abscisse. Autrement dit, la variation de l'ordonnée qui chez nous est la position, sur la variation de l'abscisse qui chez nous est le temps. La pente est multipliée par l'abscisse qui chez nous est le temps, plus le coefficient de position, c'est-à-dire la valeur de l'ordonnée quand l'abscisse vaut 0, c'est donc la valeur de x quand le temps est le temps initial. Donc c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure x indice 0. La coordonnée x ici va donc varier au cours du temps parce que ceci, évidemment, comme c'est la pente de cette droite est constante. Et on remarque qu'il s'agit en fait de la composante scalaire de la vitesse. C'est la variation de position au cours du temps. Donc la pente me donnera la vitesse. Et donc je vais trouver que la coordonnée x après un certain temps est donnée par la coordonnée x à l'instant initial plus la composante scalaire de la vitesse fois le temps. Par exemple, si je souhaite tester cette équation à un instant particulier et que je souhaite savoir où on se trouve après 2 secondes et que je n'ai pas le temps de tracer le graphique, si je possède cette équation et que je sais que dans le cas qui est étudié, donc qui était ce cas-ci, dans le cas qui est étudié, x0, quand j'ai enclenché mon chrono, la voiture était devant la position x est égal à 5. Je sais qu'elle se déplace à une vitesse positive de 10 mètres par seconde et je lui demande de se déplacer pendant 2 secondes. Je saurai donc qu'elle a atteint la position xt est égal à 25 mètres après 2 secondes. Comme le temps vaut 2, c'est ce qu'on avait appelé sur le diagramme x indice 2. Et je peux évidemment trouver la position x à n'importe quel moment, donc c'est beaucoup plus puissant. Si je prends le deuxième type de mouvement qui a été étudié, la voiture, donc on prenait toujours un référentiel vers la droite, mais la voiture, elle, se déplaçait vers la gauche. Donc avec une vitesse dont la composante scalaire est négative, et elle partait, ou en tout cas quand elle passait devant la position x est égale à 25, j'enclenchais le chrono pour étudier le mouvement. De façon similaire, on peut reprendre exactement la même chose que dans le cours de maths. Les mathématiques nous diraient y égale m fois x plus p. La physique me dit, l'ordonnée, c'est la position. Le coefficient angulaire, c'est la variation de l'ordonnée, c'est-à-dire de la position sur l'abscisse, c'est-à-dire sur la variation de temps. Multiplié par l'abscisse du mathématicien, c'est donc le temps chez le physicien, plus la position qui est la valeur de l'ordonnée quand l'abscisse est nulle. Mon abscisse est nulle en t est égal à 0 et il s'agit donc de ce facteur 25 qui est donc la position quand le temps est égal à 0, qui est ce qu'on a appelé x0. Et donc on retrouve x après un certain temps, c'est la vitesse fois le temps plus la position initiale. Et donc dans le cas du mouvement qui est étudié, la pente ici, si je la prends, je peux prendre un delta x qui est ici. Ceci c'est le x initial, ceci c'est le x final. Le delta x vaut donc x final moins x initial, 10 moins 20, moins 10. Pendant un intervalle de temps qui est ici, la première position c'est celle-ci, donc le temps initial c'est 0,5 secondes. La position finale c'est celle-ci, donc le temps final c'est 1,5. Et le delta t, lui, vaut t final moins t initial, 1,5 moins 0,5, c'est-à-dire 1 seconde. Et donc cette pente, qui est donnée par delta x sur delta t, donc la variation de l'ordonnée sur la variation des abscisses,
vaudra moins 10 divisé par 1, c'est-à-dire moins 10 mètres par seconde. Et physiquement, rappelez-vous, ce moins m'indique simplement que l'objet est en train de se déplacer dans le sens opposé au référentiel. Et c'est vrai, le référentiel il est gradué vers la droite, donc x est égal à 0 est ici. Si l'objet se déplace vers la gauche, ça veut dire qu'au cours du temps, la coordonnée x va diminuer, et même si on se déplace ici plus loin, la coordonnée x peut devenir négative. C'est ce qu'on observe ici. Au fur et à mesure du temps, x vaut 25, puis 20, puis 10, puis 5, puis 0, et après 2 secondes et demie, on a dépassé l'origine du référentiel. On commence à se déplacer vers des abscisses qui deviennent négatives. Donc, dans un mouvement rectiligne uniforme, c'est le vecteur vitesse qui est constant, parce qu'il est aussi bien constant en direction, on ne peut pas tourner, le mouvement est rectiligne, qu'en intensité, on ne peut pas accélérer ou freiner, le mouvement est uniforme. La composante scalaire du vecteur vitesse peut être négative, et ça n'a qu'une seule signification, c'est un déplacement qui se fait dans le sens opposé au référentiel. On peut utiliser l'outil graphique x en fonction du temps, c'est ce qu'on appelle le graphique horaire de la position, et la pente de ce graphique-là, c'est la vitesse, hein, rappelez-vous. Si j'ai le graphique de la position en fonction du temps, la pente, c'est toujours la variation d'ordonnée sur la variation des abscisses, et delta x sur delta t, c'est la définition de la vitesse en physique, c'est la variation de la position au cours du temps, et on peut donner l'équation horaire de la position et utiliser cette équation algébrique pour étudier le mouvement plus en détail. Voilà, bravo pour l'effort fourni. Vous devez absolument comprendre l'intégralité de cette vidéo avant de passer à la suite. À bientôt.